Alors, si on récapitule, depuis le début de la session, ce qu'on a vu, c'est l'attraction et la répulsion des charges électriques par la force électrique, donc la loi de Coulomb. On a fait un lien avec le champ électrique, qui est l'intermédiaire, qui fait la communication entre les charges pour générer cette force-là. Donc, on sait qu'avec la force électrique, on génère une accélération sur une particule chargée. Cette accélération-là, évidemment, va induire un changement de vitesse, un changement de position. Donc, finalement, jusqu'ici, ce qu'on a fait, c'est un survol des principes de dynamique. Okay? Donc, les lois de Newton, F égale à ma. Okay? Donc, on peut prédire le mouvement d'une charge de cette façon-là. Mais on a toujours une autre façon de voir les choses. Donc, soit c'est avec la dynamique, donc la force qui cause l'accélération, ou encore, on peut aussi y aller avec des principes de conservation de l'énergie. Et le sujet du chapitre, ben, c'est ça. C'est de voir, en fait, l'électricité, le mouvement des charges, etc., du point de vue de la conservation de l'énergie. Donc, on parlera ici des principes d'énergie cinétique, d'énergie potentielle et de potentiel électrique. Donc, on sait que si on place une charge, par exemple, une charge positive dans un champ électrique, on sait que cette charge-là subira une force électrique qui, elle, causera une accélération. Donc ici, par exemple, puisque la charge est positive, l'accélération est dans le sens de la force. Cette accélération-là fera en sorte que ma charge aurait une vitesse VI à un instant initial, puis évidemment, un peu plus loin, la vitesse VF. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que cette charge-là, dans un champ électrique, va subir une variation de vitesse. Donc, une variation d'énergie cinétique. Donc, cette énergie cinétique-là qui va varier, donc soit qu'elle va augmenter ou elle va diminuer, dépendamment des circonstances, dans ce cas-ci, elle augmenterait, d'où provient cette énergie-là? Donc, on sait, par exemple, que la variation d'énergie cinétique d'un objet d'une certaine masse est due au travail net qui est fait sur cet objet-là. Donc ici, la charge subit une variation d'énergie cinétique. Il y a donc un travail net qui est effectué sur celle-ci. Donc ici, le travail net correspondra au travail de la force électrique parce que c'est la seule force qui est en jeu. Évidemment, il pourrait y avoir plusieurs forces en jeu. On aurait un travail net qui serait la somme de tous les travails. Donc avant de parler spécifiquement d'une charge dans un champ électrique, on va faire un petit retour sur la définition même du travail et de l'énergie potentielle. Donc, si initialement la masse se trouve à cet endroit-là, puis elle se déplace, à l'instant final, elle se retrouve ici. Si la force est constante, donc on peut supposer que la masse est soumise à cette force-là tout au long du déplacement. Donc, le calcul pour une force constante est assez simple. Il suffit de faire le produit scalaire entre la force et le vecteur déplacement. Donc, le produit scalaire, par définition, c'est la norme de f ici, fois la norme du déplacement, fois le cosinus de l'angle θ entre le vecteur force et le vecteur déplacement. Donc, pour une force constante seulement. Évidemment, le travail donne des unités de joules. Donc, on se rappelle aussi que le travail peut être positif ou négatif, essentiellement à cause du cosinus θ. Donc, si ma force a une composante dans le sens du déplacement, j'aurai un travail positif, mais si ma force a une composante dans le sens contraire du déplacement, on aura plutôt un travail qui est négatif. Puis si notre force est perpendiculaire au déplacement, notre cosinus de θ vaut 0 et on a un travail nul. Donc, une force perpendiculaire au déplacement génère toujours un travail nul sur l'objet. Dans bien des cas, le travail se calcule avec une formule qui est un peu plus générale que ça parce qu'on pourrait avoir justement une force qui varie en fonction de la position. Donc, on aurait une force variable. Dans le cas d'une force variable, c'est qu'on a toujours une position initiale et une position finale pour notre objet, mais tout dépendamment de la position de l'objet sur le trajet effectué, la force peut changer de direction, elle peut changer de module. Donc, on ne peut pas faire un simple produit scalaire pour trouver le travail. Ce qu'on doit faire, c'est prendre l'ensemble du parcours et on doit le décomposer en mini-parcours rectilignes, puis calculer le travail sur chacun de ces parcours-là. On fait la somme, ça nous donne le travail net. Donc, par exemple, si je prends cet élément-là ici de déplacement, ma charge à cet endroit-là, de façon locale, fait un déplacement ds, rectiligne. Évidemment, ds tend vers 0. Puis, si on peut calculer la force à cet endroit-là,
on peut en déduire aussi l'angle entre ds et la force, ce qui nous permet de trouver le travail, en fait une partie du travail total qui est effectué par la force variable. Donc on peut voir le F produit scalaire avec ds comme étant un dw, un élément du travail total. Puis évidemment, quand on fait la somme sur tout le parcours, on aura le travail total. Donc cette formule-là, c'est la formule générale pour le calcul du travail. On voit que si notre force est constante, on peut la sortir de l'intégrale, puis l'intégrale de ds nous donne delta S, et on retrouve l'équation d'une force constante. Maintenant, si on se place dans un contexte en électricité, par exemple, ce qui pourrait générer cette force-là, c'est le champ électrique. Puis, comme masse, j'aurais une masse qui est chargée, donc une charge. Donc, même affaire. J'ai une position initiale, position finale, donc la masse, donc ma charge se promène dans le champ. Puis, tout dépendamment de l'endroit où on se trouve, on a une force électrique qui est appliquée sur notre charge. La seule chose, c'est que je vais ajouter un indice E pour spécifier qu'on a le travail de la force électrique. Et, comme on l'a appris jadis, la force électrique est générée par l'interaction entre le champ électrique et la charge. Donc, on peut remplacer la force électrique par Q fois E. Et on obtient le travail de la force électrique si la force est variable. Si mon champ est constant, donc si mon champ est uniforme, là, c'est comme tantôt, je peux sortir mon E de l'intégrale et l'intégrale de ds devient delta S. Je retrouve deux équations, donc la formule générale, et si mon champ est uniforme, la formule se résume à celle-ci. Donc, encore une fois, un simple produit scalaire entre E et delta S. En mécanique, on avait compris que certaines forces étaient du type conservative, tandis que d'autres ne l'étaient pas. La gravité est une force conservative, la force de rappel est une force conservative, la force de frottement n'est pas une force conservative. Donc, ce qui distingue les deux, en fait, c'est que quand je calcule le travail d'une force en particulier, si le travail dépend des positions initiales et finales seulement, et non du parcours, on a une force qui est conservative. Donc, je peux remplacer le travail de cette force-là par une variation d'énergie potentielle. La force électrique a cette propriété-là, c'est que c'est une force conservative. En fait, c'est que si on prend cette équation-là, puis qu'on prend un champ qui n'est pas uniforme, par exemple le champ d'une charge ponctuelle, puis qu'on calcule le travail qui est effectué, disons, entre une charge et ce champ-là, peu importe si j'ai une position initiale et finale, peu importe le chemin que je vais prendre, le travail est indépendant du chemin. Tout ce qu'on retrouve dans les termes résultants, c'est la position initiale, la position finale. Donc, le fait que la force électrique soit conservative, ça nous permet, pour un système qui est constitué d'une charge et d'un champ, d'attribuer un terme d'énergie potentielle pour ce système-là. Donc, si la force est conservative, le travail de cette force-là est toujours égal à moins la variation d'énergie potentielle de cette force-là. Donc, mon but maintenant, c'est de trouver l'équation relative à l'énergie potentielle électrique. Donc, ce qu'on en déduit, c'est dans la forme générale, la variation d'énergie potentielle électrique doit être égale à moins le travail, donc à moins Q fois l'intégrale de E produit scalaire avec ds. Donc, en résumé, une charge dans un champ électrique qui se déplace subira une variation d'énergie potentielle telle que cette équation-là. Donc, encore une fois, dans le cas spécifique où le champ est uniforme, le E sort de l'intégrale de ds devient delta S, donc évidemment seulement si E est uniforme. Maintenant, le dernier lien qui me reste à faire avec les principes de conservation d'énergie, c'est énoncer l'équation générale. Donc, on a vu en mécanique qu'un travail extérieur qui est fait sur un système, ça peut occasionner une variation d'énergie de mon système. Donc, le système en électricité serait, par exemple, une charge dans un champ électrique. Donc, ça, c'est un système, ça contient de la charge, le champ électrique. Ce système-là, généralement, on parle d'énergie mécanique et d'énergie thermique. Donc, en mécanique, ce qu'on avait, là, c'est qu'on avait le frottement qui venait ici ajouter un terme
de dissipation de chaleur. Donc, et delta E mécanique correspond dans ce cas-ci à la variation d'énergie potentielle et la variation d'énergie cinétique. Donc, la somme de ces deux termes-là me donne la variation d'énergie mécanique de mon système. On aura un système isolé si le travail externe vaut 0. Donc, si on a la charge et le champ qui interagissent ensemble, mais pas de force externe qui déplace cette charge-là au travers le champ, mon travail externe vaut 0. Donc, dans ce cas-ci, on a l'équation qui se résume à 0 est égal à la variation d'énergie de mon système. Et si notre système est composé de forces conservatives seulement, donc dans ce cas-ci, la force électrique, par exemple, delta E thermique vaut 0. Donc, il n'y a pas de dissipation d'énergie. Donc, l'énergie mécanique sera conservée. Et on a le cas spécifique où l'énergie mécanique est conservée. Donc, ce qui revient à dire aussi que UI plus KI égale à UF plus KF. Donc, quand on utilise cette formule-là, il faut se rappeler qu'on peut le faire seulement s'il n'y a aucune force extérieure, donc si j'ai un système isolé, et si les forces à l'intérieur du système sont seulement conservatives. Donc, je reviens avec l'équation de la variation de l'énergie potentielle. Évidemment, là, je vais enlever le petit indice E parce qu'on fait seulement référence à des termes d'énergie potentielle électrique ici. Donc, il faut juste considérer que notre delta U, c'est forcément l'énergie potentielle électrique. Donc, si je mets Q en évidence, donc on voit que la variation d'énergie potentielle est proportionnelle à la valeur de la charge. Et en plus, bien, si je change le signe de la charge, je vais changer nécessairement le signe de delta U. Donc, ce terme-là ici est complètement indépendant à la charge. Il dépend finalement du champ extérieur. Donc, ce terme-là, on lui donne un nom. La variation de potentiel électrique dépend aucunement de la charge. Ça dépend seulement de l'endroit où se situe la charge. Ça dépend du champ ambiant et de quelle façon ce champ-là est présent dans l'espace. Donc, j'en retire deux choses de ça. Donc, par définition, je vais définir la variation de potentiel électrique. Puis je peux aussi définir la relation entre la variation de potentiel électrique et la variation d'énergie potentielle du système. Donc, c'est un peu comme si on prenait le système, mais on enlève la contribution de la charge. Ce qui me reste, c'est la variation de potentiel qui, elle, ne dépend pas de la charge, elle dépend seulement du milieu dans lequel la charge se situe. Donc, on sait que l'énergie potentielle est en unité de joule, que la charge est en coulomb. Donc, par déduction, ce qu'on remarque, et vu que la différence de potentiel est un ratio de joule par coulomb, le potentiel électrique, donc les unités du potentiel électrique, c'est des joules par coulomb. Et c'est une quantité qui est tellement usuelle en électricité qu'on lui donne une unité spécifique. Donc, 1 joule par coulomb, c'est 1 volt. Ou 1 V. Donc 1 volt, 1 V. L'unité du potentiel électrique est donc le volt. On va souvent avoir à travailler avec des champs uniformes. Donc si on prend l'équation générale, mais qu'on considère un champ uniforme, donc, comme d'habitude, on se retrouve avec une équation beaucoup plus simple. Donc, la variation de potentiel égale à moins le produit scalaire entre E et delta S. Donc, à titre d'exemple, si je prends un champ uniforme et puis que je m'arrange pour que mon déplacement se fasse dans le sens des lignes de champ électrique, bien évidemment, ce que je m'arrange, c'est que mon produit scalaire entre E et delta S vaut tout simplement E delta S. Donc, j'ai un cosinus de 0 degré. Là. Puis ce qu'on remarque, c'est que si je prends mon E et que je le mets en évidence, on a une nouvelle définition du champ électrique. Donc, quand on se déplace dans le sens des lignes de champ électrique, le champ électrique est défini comme la variation de potentiel électrique sur la variation de distance. Donc, en réalité, puisque le potentiel est en volts et delta S est en mètres, bien, c'est possible de définir les unités du champ électrique comme étant des volts par mètre. Donc, je ne sais pas si vous voyez un peu la relation qui se bâtit entre le champ électrique et le potentiel, mais en fait, quand j'ai un champ électrique qui est très intense, donc si E est très élevé, ce que ça veut dire, c'est que pour un même déplacement, le voltage change beaucoup. Si j'ai un champ qui est nul dans l'espace, donc si E vaut 0, nécessairement, en 2 points, mon delta V vaut 0. Ce qui implique quoi? Ça implique que
mon potentiel est constant. Donc, volt par mètre ou newton par coulomb pour un champ, un ou l'autre, il n'y a pas de problème. Donc, si je fais un petit résumé de ce qu'on a vu jusqu'ici pour l'énergie potentielle et le potentiel électrique, en fait, je vais vous dire une chose, c'est que en électricité, c'est rare qu'on travaille avec l'énergie potentielle. On fait plutôt référence au potentiel électrique, quitte à multiplier par la charge pour faire apparaître l'énergie potentielle. Donc, en résumé, donc on sait que delta E égale à delta U plus delta K, mais comme je vous dis, on travaille rarement avec l'énergie potentielle. Donc, on utilise plutôt le principe que l'énergie mécanique, le delta E mécanique, c'est Q fois la variation de potentiel, Q delta V plus delta K. Si j'ai un système isolé, donc l'énergie mécanique est conservée, ce qui implique que Q delta V plus delta K égale à 0. En d'autres mots, l'énergie cinétique varie comme la différence de potentiel multipliée par la charge, mais de signe contraire. Donc, un exercice assez simple pour assimiler tout ça. Je prends deux plaques, plus sigma, moins sigma pour leur charge. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais placer un proton, donc initialement immobile, sur une paroi de la plaque de gauche. J'ai 20 cm entre les deux plaques. On a que la densité surfacique des plaques est de 50 nanocoulombs par mètre carré. Bon, plus ou moins, dépendamment si c'est à gauche ou à droite. La question est assez simple. En fait, il y a deux questions. Quelle est la différence de potentiel entre les deux plaques? Et quelle sera la vitesse du proton une fois qu'elle va atteindre la plaque de droite? Bon, pour commencer, ce qui se passe physiquement, c'est qu'on sait qu'entre les deux plaques, il y a un champ électrique. En plus, ce qu'on sait, c'est que ce champ-là est uniforme. Donc, entre deux plaques, le champ est uniforme. On peut le calculer, ce champ-là, comme sigma sur epsilon 0. Puis en plus, on a le sens. Hein, le champ est directement sur l'axe des X. Donc, en gros, ce que je fais, c'est que je place une charge Q dans un champ électrique E. Donc, cette charge-là, si elle se déplace sur un parcours delta S, elle va subir une variation de potentiel électrique. Donc, ici, ce qu'on a, c'est un système, il n'y a pas de travail extérieur, il y a seulement des forces conservatives. Donc, on sait que l'énergie mécanique est conservée. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que delta K est égal à moins Q delta V. Donc, ça me permettra éventuellement de trouver la vitesse, parce qu'on sait que si on connaissait delta V, on pourrait en déduire la variation d'énergie cinétique entre le départ et la fin. Donc, on sait qu'au départ, KI vaut 0. L'autre principe, c'est que pour calculer cette différence de potentiel-là, donc la question du A, je dois faire un calcul en tenant compte du champ et du déplacement. Donc, la charge, elle, ce qu'elle va faire, elle va se déplacer. Je vais prendre un vecteur qui a une orientation quelconque. Là. Possiblement que la charge, elle se déplacerait si la vitesse initiale est nulle. Là, le déplacement se ferait dans la direction des lignes de champ. Mais là, juste pour vous montrer que ça n'a pas d'importance, c'est que si je prends un déplacement qui est, disons, orienté avec un certain angle θ entre le champ et le déplacement, bien, on a un champ constant. Ce qui veut dire que si je veux calculer delta V, la formule pour un champ constant, c'est moins E produit scalaire avec delta S. Donc, ce qu'on marque ici, c'est que mon vecteur E, ben, c'est sigma sur epsilon 0 i. Mon vecteur delta S, c'est delta xi plus delta yj. Donc, un produit scalaire, on peut le faire aussi par composante. On se rappelle qu'on multiplie nos composantes en i ensemble et les composantes en j ensemble. Ma différence de potentiel se calculerait comme moins sigma sur epsilon 0 fois delta x. Donc, ce qu'on marque, c'est que le calcul me donne moins 5650. Donc, 5650, ça se trouve être la grandeur du champ électrique entre les deux plaques. 0,20 mètres, ben, c'est le déplacement dans le sens du champ électrique. Donc, au total, ma différence de potentiel serait de moins 1130 volts. Donc, n'oubliez pas que ici, donc, différence de potentiel, c'est VF moins VI, en fait. Donc, qu'est-ce que je peux en déduire? Quelle des plaques a le potentiel le plus bas? Bien, si VF moins VI est négatif, c'est que VF est plus petit que VI. Okay? Bon. Maintenant, on va voir que la définition du potentiel, là, du zéro potentiel, parce que c'est un peu comme pour l'énergie. On avait vu en mécanique que l'énergie potentielle gravitationnelle, par exemple, la définition du zéro, on l'a choisi. Ça peut être le sol, ça peut être le haut d'une tour, ça peut être le centre de la Terre. Ça dépend. Okay? Donc, ce qui est important, c'est la variation d'énergie potentielle. Pour le potentiel, c'est la même chose.
j'ai une variation potentielle de moins 1130 volts entre mes deux plaques. Mais si je décidais, par exemple, de prendre une des plaques et de faire une mise à la terre, par exemple la plaque de gauche, bien, ce qu'on va apprendre éventuellement, c'est que cette plaque-là serait un potentiel nul. Donc, j'aurais un potentiel de moins 1130 volts pour la plaque de droite. Je pourrais aussi décider de prendre la plaque de droite puis de la mettre à la terre. J'aurais un potentiel nul pour la plaque de droite, mais j'aurais un potentiel de plus 1130 volts pour la plaque de gauche. Donc, la définition du zéro de potentiel, c'est nous qui décidons. Moi, en fait, c'est l'énoncé du problème qui le décide, mais normalement, on peut le fixer où on veut. Ce qui est important, c'est que la différence de potentiel, elle, soit indépendante de ça. Donc, en B, on demande la vitesse finale du proton une fois qu'il va arriver sur la plaque de droite. Mais maintenant qu'on a la différence de potentiel, c'est facile d'effectuer le calcul moins Q fois delta V. Étant donné que delta K, c'est KF moins KI, et que KI vaut 0, ben, l'énergie cinétique finale, on aura 1,81 fois 10 à la moins 16 joules comme énergie cinétique finale. Étant donné que la masse du proton est très faible, ça peut faire une vitesse qui est relativement grande. Donc, on trouve une vitesse finale de 4,66 fois 10 à la 5 mètres par seconde pour notre proton. Bon, j'en profite pour vous faire remarquer quelque chose ici. L'énergie cinétique, moins Q delta V, peu importe la charge que je prends, c'est certain que je peux remplacer la charge Q par sa grandeur en coulombs. Ben, si je fais ça, je vais avoir des coulombs fois des volts qui donnent des joules. Si je prends la charge ici et que je l'exprime en fonction de la charge élémentaire, donc par exemple, dans ce cas-ci, c'est un proton. Donc la charge Q, ben, c'est E, tout simplement. Mais au lieu de remplacer E par 1,602 fois 10 à la moins 19 coulombs, je vais laisser E. Là, ce que je vais faire, c'est que le E va devenir une unité. Donc, au lieu d'avoir des joules, ce que je vais avoir, le calcul est beaucoup plus facile à faire, je sauve une bonne étape, bien, je vais avoir une énergie cinétique, une énergie qui, au lieu d'être en joules, est en électronvolts. Donc, c'est ça l'unité d'électronvolts. En fait, un électronvolt, c'est l'énergie cinétique qu'un proton va acquérir sur une différence de potentiel de 1 volt. Bien, un électronvolt correspond à 1,602 fois 10 à la moins 19 joules. Hein, si je remplace le E par la valeur en coulombs, ben, je vais avoir des coulomb-volts qui me donnent des joules. Donc ça ici, si vous voyez ça quelquefois, là, des unités d'électronvolts, ben, vous avez la conversion.